propose de démarrer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis François Crochon, je suis sexologue clinicien, je suis administrateur de la SCIF. En tant que psychomotricien de formation, je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui pour conclure ce cycle de visioconférences interactives et gratuites sur le thème le corps créatif en question dans la sexualité. Ce sujet est à la fois fascinant et complexe. Il touche à des aspects intimes et universels de notre existence et de nos pratiques cliniques. Le concept de corps créatif renvoie avant tout à une posture, à une manière de se présenter à autrui. Comme être sexuel, nous nous interrogeons souvent sur notre apparence, sur ce que nous choisissons de montrer et sur ce que nous pensons que l'autre perçoit de nous. Cette introspection est cruciale pour comprendre notre propre sexualité ainsi que celle de nos partenaires. S'interroger sur ces questions nous permet de mieux appréhender notre être sexuel et d'ouvrir un dialogue sincère et profond avec l'autre. Nous allons étudier également les aspects psychologiques et traumatiques pouvant limiter la créativité corporelle. Les mémoires archaïques ou anciennes, ainsi que les traumatismes, peuvent entraver cette créativité. Pour renouer avec la créativité corporelle en matière de sexualité, il est impératif d'être présent à soi afin de pouvoir être présent à l'autre et aux autres. Il s'agit d'accueillir ce qui se passe pour soi et pour l'autre dans l'instant présent. Cette présence à soi et à autrui est le fondement même d'une sexualité épanouie et créative. Nous discuterons des conditions préalables nécessaires à la créativité du sexologue et de la manière dont les normes et les modèles imposés par la société influencent cette créativité. Les attentes sociales, les stéréotypes de genre et les tabous culturels sont autant de facteurs qui peuvent brider l'expression corporelle et sexuelle. En tant que professionnels de la sexologie, nous avons parfois la responsabilité d'accompagner nos patients et nos patientes à déconstruire ces barrières, dépasser ces obstacles et intégrer une sexualité positive et intégrative. Nous explorerons aussi les limites de la créativité en sexologie et la compatibilité entre le corps créatif et le corps fonctionnel. Cette dualité entre fonctionnalité et créativité est omniprésente dans notre pratique. Comment concilier le désir de performance avec l'expression libre de notre imagination et nos sensations? Cette question est au cœur de notre réflexion et de notre démarche thérapeutique. Des sujets spécifiques tels que l'éjaculation prématurée, les dysmorphophobies et l'impact de la téléconsultation sur la créativité corporelle pourront également être abordés. Ces thématiques, bien que techniques, sont essentielles pour comprendre les enjeux actuels de notre métier. La téléconsultation, par exemple, modifie notre rapport au corps et à l'intimité et pose de nouveaux défis en termes d'accompagnement et de support thérapeutique. Pour clôturer cette introduction, permettez-moi de partager une citation inspirante d'Albert Einstein. La créativité est contagieuse, faites-la tourner. Je suis donc convaincu que cette conférence sera enrichissante, propice aux échanges et réflexions. Je vous encourage à participer activement et à partager vos expériences et vos questions. Ensemble, nous approfondirons notre compréhension du corps créatif dans la sexualité et nous découvrirons de nouvelles perspectives. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir deux intervenantes de renom, Martine Potencier, kinésithérapeute et sexologue, et le docteur Béatrice Cusin, urologue, andrologue et sexologue. Leur expertise contribuera de manière précieuse à nos discussions. En tant que modérateur de cette visioconférence, je me permettrai parfois de poser quelques questions à nos deux conférencières afin de susciter des échanges féconds. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Je débuterai en m'adressant d'abord à Martine Potencier. Martine, selon toi, quelle place pour le corps créatif en sexothérapie? Le corps est évidemment central dans la sexologie et en sexothérapie, bien entendu. Et quelles sont les conditions préalables à la créativité du sexologue? Les conditions préalables à la créativité du sexologue, je dirais, c'est une grande expérience théorique et culturelle et intime, parce que c'est quelque chose qui a mobilisé l'enseignement de sexologie dès le départ, c'est que de mettre les étudiants dans la situation du corps et des situations pratiques. J'aimerais dire que la créativité, c'est un sujet qui est énorme et qui est évidemment consubstantiel à la sexualité, mais
on pourrait dire qu'il y a deux créativités. Une créativité, on va dire, géniale, grandiose, celle de l'art, qui est associée à la création artistique et à la création, je dirais, des- de l'écriture. Enfin. Et puis, il y a une créativité qui est tout à fait partagée par tout le monde, c'est celle du quotidien. En fait, en réalité, on est tout le temps. Créer, c'est aussi s'adapter. S'adapter pour pour, comme disait François, coller au plus près avec la réalité. Et, et être dans l'ici et maintenant. Et cet ici et maintenant demande que d'être ouvert. C'est ouvert, c'est-à-dire en fait que le corps fasse sa fonction de porte ouverte. À la fois le corps est un contenant enfin, avec sa peau, mais aussi il a des portes ouvertes sur l'extérieur, qui sont les organes des sens, les 5 organes des sens. Et cette symphonie, on va dire, des informations euh, est une ressource pour trouver des solutions à ce qui se passe dans le quotidien et notamment, effectivement, dans la relation sexuelle. Donc, je dirais que la créativité dont on va parler, c'est une créativité à la fois humble, intime, euh, très ordinaire, et qui va nous faire plonger dans des choses extrêmement simples et archaïques. Voilà. Dans un premier temps, dans un voilà. Donc, tu as cité la peau, Martine, hein, on dit souvent que le premier organe sexuel, c'est le cerveau, puis la peau, puis les organes génitaux. Pour toi, Martine, tu placerais plutôt la peau en première position? Est-ce que tu peux nous éclairer? Bon, le premier organe des sens, c'est effectivement le toucher, mais par le goût. Le goût, c'est-à-dire le bébé qui suce le sein. Et c'est lui qui est le premier contact de l'enfant quand il sort de cette ambiance amniotique de l'eau hein, dans le corps de la mère. Et à partir de ce contact du sein, de la bouche et du sein et du goût, hein, donc il y a aussi en même temps, ça conditionne le portage, hein, c'est-à-dire le corps de la mère reçoit le bébé sur elle. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est intimement lié. Et le portage, ça va être ce qui est, comment dire, le, le contact de l'enfant avec sa mère ou la personne qui s'occupe de lui, hein, on a bien entendu. Par contre, dès le départ, quand même, il faut dire quand même que cette nécessité pour l'enfant d'être propre fait que la proximité du sexe est de fait aussi touchée et fait partie du contact avec l'autre dans le quotidien, dans le quotidien hein, puisque l'enfant est nettoyé par celui qui s'en occupe. Donc on est à la fois effectivement dès le départ dans le goût, la peau, le contact du corps à corps, bien entendu, et puis aussi tout ce qui est autour du périnée, c'est-à-dire qui a à voir avec l'extérieur, à voir avec la relation de l'intérieur vers l'extérieur aussi, et puis les évacuations qui restent un des sujets très importants au niveau des problématiques sexuelles. Euh, Après, bien entendu, tout ça, ces informations sont entendues, enregistrées par leur cerveau. Et effectivement, le cerveau, c'est aussi lui qui concentre aussi les, les pulsions, les manifestations sensorielles et les pensées, bien entendu. Hein. Les pensées, c'est une des sensations aussi du corps. Il n'y a pas de différence entre la pensée et les sensations du corps.
En fait, tu nous expliques, là, Martine, qu'il y a une intégration progressive hein, de la sensorialité à la sensualité et à la sexualité, qui va donc s'intégrer corporellement et qui va permettre ensuite de développer cette créativité, comme si on avait acquis dans son enfance, son adolescence, un petit peu toutes ces couleurs et qu'on va ensuite composer une palette. Oui, l'enfant, dès le départ, est au cœur de la créativité et de la vie, et il a tout est ouvert pour lui. Après, il y a les conditionnements, l'éducation, la culture qui ont leur importance, mais effectivement, l'enfant est ouvert à tout. D'accord. Et du coup, alors, lorsque ça fonctionne moins bien, qu'il y a des écueils, est-ce que cette créativité peut être du coup lésée ou s'appuyer sur des mémoires archaïques ou anciennes? Et qu'est-ce qu'il y en a lorsqu'il y a des traumas qui vont faire barrage à la créativité? Des choses qui sont inscrites dans le corps, peut-être même dans de l'impensable. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà retrouvées, Martine, dans le cadre de ta clinique en tant que sexologue? On pourrait dire qu'effectivement, qui viennent nous voir sont des patients qui sont des personnes qui ne trouvent pas le chemin dans leur corps pour résoudre le problème qu'ils ont, hein. Ils butent sur une difficulté et, euh, et ils n'ont pas la clé pour résoudre ce problème. Alors, il y a les problèmes qui sont à l'intérieur, mais aussi des problèmes relationnels. Mais là aussi, problème relationnel, c'est quelque chose qui ouvre à tout ce qui a été vécu dans la relation à l'autre depuis le début. Du coup, je peux peut-être me tourner vers Béatrice, puisqu'on a commencé le cheminement là, du nouveau-né, de la naissance, avec cet étayage, cette intégration progressive. Euh, euh, Béatrice Cusin, en tant qu'andrologue, urologue et sexologue, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des patients ou des patientes qui viennent te voir autour, par exemple, de dysmorphophobie ou de troubles de l'image du corps qui vont effectivement constituer un frein à leur créativité? Effectivement, ça c'est relativement fréquent. Alors c'est pas forcément formulé de cette manière-là. Donc il faut bien différencier le côté psychologique du côté organique. Bien sûr, les deux sont liés. Et par exemple, ce que je vois beaucoup, ce sont les dysesthésies en lien avec, par exemple, les douleurs pelvipéridéales. Alors ça, c'est un registre assez important parce que c'est des patients que je vois beaucoup. C'est ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire que on a fait des échographies, on a fait un peu des examens dans tous les sens. Et en fait, souvent, c'est des problèmes qui sont mal connus, alors qu'en fait, il faut simplement se souvenir d'une innervation. Et en fait, il faut arriver à mettre le patient dans cette structure un peu compliquée, parce que les douleurs pelvipéridéales, elles s'intègrent dans une triple analyse, une analyse euh, avec des traumatismes physiques, des traumatismes psychologiques, voire même des infections. Et là, effectivement, on a affaire à des patients qui ne reconnaissent pas leur corps parce que, par exemple, la verge, elle va être froide, chaude, ça va donc être hypersensible. Et donc ça, c'est des dysmorphophobies que je peux rencontrer sur lesquelles il faut travailler dans plusieurs dimensions. Et surtout bien ramener vers la dimension d'analyse de symptômes neuropathiques, puisque le nerf a un rôle complexe. Après, effectivement, je peux aussi avoir, ça c'est le classique, hein, les dysmorphophobies. Donc le patient qui vient pour une petite verge parce qu'il est imprégné de la culture pornographique, et en fait, il faut travailler avec lui sur l'histoire des normes, mais en n'hésitant pas non plus à aller vers les côtés anatomiques. C'est-à-dire que le plus souvent, bien sûr, ce ne sont pas des micropénis, ça peut être simplement une morphologie un petit peu gynoïde. Ça, on peut tout à fait bien le corriger avec des chirurgiens plasticiens
qu'on peut avoir dans son entourage. Par exemple, une fois que le patient a fini un amaigrissement, on peut faire une lipoaspiration. Après, on peut faire un lipophilie et on peut également, bien sûr, faire de manière associée l'utilisation de l'andropénis. Mais ce qui est très très important, et d'ailleurs je vous remercie de m'avoir invité à votre réunion, c'est de bien garder toutes les associations entre la connaissance physiologique du corps et tout ce qui se passe dans la tête. Comprendre ce qui se passe dans la tête, pas passer à côté, parce qu'il m'est arrivé de voir des patients qui avaient été opérés donc de manière très rapide pour des dysmorphophobies qui n'avaient pas été évaluées et qui ont des résultats esthétiques catastrophiques avec un fort impact sur le psychologique. Donc c'est vrai que ce domaine de la dysmorphophobie est également important. Et on peut retrouver ça également chez les femmes. Donc ça, j'ai eu également des patientes qui avaient pu m'être adressées par des confrères pour de la chirurgie des lèvres, des petites lèvres, et qui étaient aussi des exemples ratés, en fait, parce qu'on était passé à côté d'une dysmorphophobie, on s'était précipité à faire de la chirurgie avec toute l'insuffisance qu'elle peut avoir. Et donc là encore, qu'on soit psychothérapeute ou qu'on soit urologue, sexologue, il faut savoir réfléchir dans les deux directions pour aider nos patients. Bon, ça, c'est très important parce que là, tu nous donnes une définition du corps qui est le corps de l'unité psychosomatique, en fait, hein, pas uniquement Absolument. le côté fonctionnel. Et ça, c'est vraiment très important de pas justement foncer parfois hein, dans ce que tu décris, des réparations, entre guillemets, ou des gestes qui ne seraient pas intégrés par la personne. J'ai envie de te poser une question un petit peu annexe puisque tu l'abordes, mais cas d'excision, par exemple, est-ce qu'il t'est arrivé, toi, d'intervenir et de pouvoir rétablir aussi une forme euh, d'appropriation du corps, de créativité chez des femmes excisées? Alors, ça, c'est un domaine effectivement que je connais bien parce que même si je vois un peu moins de ces patientes, j'ai beaucoup travaillé sur ces patientes. C'est extrêmement complexe. Euh, En fait, il faut travailler pareil dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que à la fois il y a la connaissance du corps et en fait le côté psychologique, et il y a le côté transculturel. Et donc ce côté transculturel ne va pas être vécu de la même manière en fonction des pays. Et donc une femme africaine qui arrive en France, qui a pu subir des traumatismes au moment de son excision, parce que en fait il y a des stress post-traumatiques qui ressortent par rapport à la violence qu'elle a pu subir, a une version un peu idéalisée de ses attentes et de la sexualité féminine, puisqu'elle arrive dans une culture où on va en parler de manière beaucoup plus libre. Et en fait, dans la notion de réparation, il y a la notion de préjudice. Alors moi, j'aime bien utiliser ce terme de préjudice en sachant qu'il est beaucoup plus large que le préjudice qu'on peut entendre, par exemple, pour une réparation juridique. Donc, c'est ce qu'elle estime avoir subi. Donc là, il faut prendre le temps d'en parler. Et puis, surtout, il ne faut pas faire de surpromesses. Et en fait, il y a en plus tous les aspects législatifs de protection de la femme pour pouvoir rester en France si elle rentre dans un programme de réparation. Donc ça, malheureusement, ça peut fausser un petit peu les cartes. Et donc, en fait, il faut vraiment avoir bien l'habitude d'aller vers ce profil de patiente. Donc, c'est très, très hétérogène. Dans les patients qui viennent pour réparation d'excision, on peut avoir des choses tout à fait classiques comme des vestibulites avec des clitoris relativement sensibles qu'on ne va pas forcément pouvoir réparer de manière chirurgicale, puisque la réparation chirurgicale, elle se
elle se borne, même si déjà c'est bien, à rendre le clitoris plus accessible. Le clitoris externe, il faut se rappeler que le clitoris, c'est l'extérieur et l'intérieur, donc il y a toute la partie éducation sexuelle, et donc en fait, il faut avoir un réseau autour de soi, de personnes qui ont une bonne connaissance de l'ensemble du phénomène pour pouvoir aider ces patients en fait à avoir une réparation qui est autant physique que psychologique. Ouais. C'est ça, hein, une réappropriation, c'est une renarcissisation en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est une reconstruction, une construction ou une reconstruction en donnant les clés. Alors les clés, c'est les clés psychologiques, c'est les clés physiques. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui peuvent avoir un rôle là-dedans. Il peut y avoir des ostéopathes qui aident à remobiliser à nouveau autour du bassin. Il peut y avoir des personnes qui pratiquent le MDR parce que, en fait, il peut y avoir des stress post-traumatiques. Donc, il y a une histoire que j'aime bien raconter. Donc, en fait, une des personnes qui a très très bien témoigné là-dessus, c'est une jeune femme ivoirienne qui s'appelle. Alors, j'ai un peu de mémoire sur son nom. Enfin bon, peu importe sur son nom, mais en tout cas, elle explique très très bien que son excision, elle l'avait enfouie, donc, et qu'elle a retrouvé cet épisode de l'excision. Un jour, elle se trouvait en France avec une amie française de d'exciser, et le professeur leur avait demandé de faire un travail sur l'excision. Et en fait, elle part à l'époque, c'était encore les bibliothèques. Elle part faire ses recherches sur l'excision à la bibliothèque et elle tombe dans les pommes. Et d'un seul coup, elle se souvient. Et elle se souvient qu'elle avait subi cette excision, que sa résilience, son mode de résilience souhaité, et que d'un seul coup, c'était revenu. Et là-dessus, il y a tout un travail qui s'est élaboré sur ses relations à sa famille, à sa culture. Et en fait, elle s'appelle Ami Traoré, en fait. Hein. J'ai retrouvé son nom. Et en fait, elle a écrit un très très beau livre de témoignages. Merci beaucoup pour ce partage. Là, on voit effectivement qu'on est vraiment dans une approche holistique, hein, intégrative, où il y a bien sûr la dimension du somatique, du corps, donc, mais aussi du corps fantasmé, du corps rêvé, du psychologique, du social, et puis de la spiritualité aussi. Hein. Enfin, ça va toucher de nombreux champs de l'être humain, en fait, en quelque sorte. Et pour aller un petit peu plus loin, puisqu'on parlait un petit peu de la pensée en âge, etc., des aléas, des aléas l'enfant, l'ado, l'adulte, etc. Justement, j'ai fait un lapsus, dans l'avancée en âge, avec les patients ou les patientes que tu peux rencontrer, est-ce que la créativité s'émousse, par exemple, lorsqu'il y a des stomies ou des aléas corporels qui surgissent, en fait, voire même des déficiences ou des handicaps? Alors oui, ça c'est très important. Alors là encore, la bonne connaissance de l'anatomie peut aider. Alors la créativité, elle va pas forcément s'émousser, mais les possibilités de créativité, en fait, il faut les pousser plus loin. Alors l'astomie, c'est une épreuve très compliquée. Et en fait, dans notre entourage, on a des stomathérapeutes qui ont fait des formations de sexologues et qui sont très importants parce qu'il faut, en fait, effectivement, comme tu dis, faire preuve de créativité. Donc, et comme disait Martine, repartir vers tous les sens pour aller vers le toucher, pour aller vers la lumière tamisée, pour aller vers, par exemple, la dissimulation de la pochette de SOMI. Après, on a des protocoles de vidange de l'intestin qui vont permettre de ne pas être en situation difficile. Donc, en fait, effectivement, il faut tout reconstruire. Alors, pour la prostatectomie radicale, c'est pareil. Donc, la prostatectomie radicale, elle met le corps en lambeaux d'un point de vue de la sexualité, puisque on va avoir des problèmes d'érection, des problèmes
sur le ressenti de l'orgasme et de l'éjaculation, puisqu'on garde un orgasme, mais qu'on n'a plus d'éjaculation. Et en fait, et ça arrive d'un seul coup, alors qu'on est encore en bonne santé, puisque les hommes qui ont des prostatectomies radicales, entre 60 et 70 ans. Donc là, il faut faire preuve de créativité. Et bien sûr, le rôle des sexologues qui vont accompagner la reconstruction du patient et du couple sont très importants. Et en fait, cette reconstruction, elle va aussi dépendre de la qualité de la communication du couple, parce qu'il va falloir reconstruire à deux quelque chose de difficile à une période de la vie où on peut être tenté de baisser les bras. Mais on peut obtenir des résultats extrêmement impressionnants quand les deux personnes cèdent et qu'elles vont reconstruire ensemble une sexualité différente, qui va être d'abord une sexualité assez souvent non pénétrante, mais on peut arriver à une sexualité pénétrante, et là encore, c'est de la créativité. C'est même de la co-créativité, La construction co-créativité, tout à fait. dont tu nous parles. Effectivement, c'est-à-dire il faut se dégager, ce qu'on disait un petit peu, de ces schémas très phallocentrés, en fait, d'une sexualité qui serait uniquement pénétrative. Donc, pour certains, et sur le tard, hein, dans l'avancée en âge, il faut essayer de découvrir d'autres ce qu'on observe souvent dans les cabinets, les hommes, on peut explorer leur corps érogène, et bien du coup, il y a tout un travail d'accompagnement, justement, de créativité corporelle qui est fondamental. Alors, je reviens vers Martine, si tu me le permets, Béatrice. On va faire des petits allers-retours comme ça. Martine, donc là, on vient de voir que pour renouer avec la créativité du corps dans la sexualité, il semble nécessaire d'être présent à soi-même pour être présent à l'autre et vice-versa. Il s'agit donc d'accueillir ce qui se passe pour soi et pour l'autre ici et maintenant. Comment est-ce que concrètement tu t'y prends, toi, pour initier ou accompagner ce travail avec tes patientes? On va dire que les Et tes patients qui patients. viennent sont dans une sorte de chemin, au bout du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont obsédés par cette problématique qui est totalement centrale. Et en fait, il n'y a plus d'espace, il y a plus d'espace. Et la créativité, justement, il faut déjà un espace. Et donc, alors, pour qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait un contenant. Le contenant, on va dire que c'est d'abord la relation avec le patient, c'est-à-dire le temps donné à l'anamnèse. C'est ça qui va te permettre de situer le cadre, déjà pour le sexologue, c'est-à-dire que de bien comprendre, de bien situer comment s'est installé le symptôme, quelle est l'histoire du patient, quels sont ses traumatismes, quelles sont ses capacités, quelles sont au contraire, ses capacités particulières, mais en même temps, quelle est son histoire. Donc tout ça, c'est quelque chose qui permet d'établir une relation, un lien de confiance, et ça c'est tout à fait fondamental, de donner le temps nécessaire pour que ce lien de confiance soit établi déjà. Après, puisque ma manière d'aborder les choses, c'est plutôt au niveau du corps. En fait, ce stress, cette obsession fait que le corps est tendu, hein, que les gens sont incapables de sortir de cette urgence, de réaliser l'orgasme voire à deux et ensemble et des choses comme ça, c'est-à-dire une sorte d'idéalisation de la sexualité. Dans le cadre thérapeutique, il va être question de mettre quelque part la sexualité un peu de côté. C'est-à-dire qu'on va parler du périnée, on va parler du corps, ou travailler sur le corps, mais il est très clair que la sexualité, c'est pas quelque chose dont il est question là sur place. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des choses qui vont pouvoir éventuellement être refaites, retravaillées à la maison avec le partenaire ou seul, mais pas sur place. Hein, parce que effectivement, étant donné mon profil de masseur kinésithérapeute, je me suis heurtée quand même au début à ce grand fantasme du massage, puisque je faisais aussi par ailleurs des massages
dans une prise en charge globale des patients qui n'étaient pas en sexologie, mais tu parlais des hommes qui ont besoin de développer leur érotisation. C'est vrai que surtout à ce moment-là, les gens n'allaient peut-être pas autant en Thaïlande que maintenant, maintenant, ce sont les Thaïlandais qui sont venus en France, hein. Mais à ce moment-là, le besoin justement d'une érotisation, d'une sorte de féminisation, si on peut dire ça, parce que moi je ne trouve pas que ce soit une féminité, mais c'est vrai que c'est plutôt les femmes qui réclament du contact et les hommes qui sont au départ très centrés sur leur phallus. Mais en fait, en réalité, un homme qui a des difficultés, il éprouve le besoin d'autre chose sans qu'il puisse se dépenser plus que ça. C'est-à-dire, en fait, je crois que cette activité sexuelle phallocentrée demande beaucoup d'efforts aux hommes. C'est très exigeant. C'est ce sexe qui se dresse et qui fait pas de cadeaux, hein. Ou bien l'homme a un vrai désir et une excitation, ou bien bah, ça se voit, hein, et ça se voit, et ça c'est énorme. Alors que les femmes n'ont pas cette exigence du corps de prouver, on va dire, hein. Voilà. Donc, on va... le chemin, ça va être effectivement de revenir à la sensation. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est tendu? C'est un peu comme si si le corps était pas tout à fait posé, hein. Posé, on se repose plus, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire reposer? Ça veut dire se poser à nouveau. Se poser à nouveau, ça veut dire entrer en contact. Même si ce ne sont que les pieds, symboliquement, c'est entrer en contact. Entrer en contact avec la terre-mère, la terre qui nous porte. Tout à l'heure, j'ai évoqué ça. Depuis toujours, le portage, c'est quelque chose qui nous permet de nous reposer, hein. Et donc, c'est dans cette alternance entre sentir la contraction, sentir la tension, et puis relâcher. Relâcher et quoi faire? Quand on sent une contraction, il y a des muscles qui vont se contracter et des muscles qui vont s'étirer. Et là, la perception n'est pas toujours très claire non plus. C'est-à-dire que le patient souvent dit qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est contracté? En fait, c'est l'étirement. Il y a une sorte de vision globale qui n'est pas exacte. Et en fait, en réalité, comment utiliser les ressources du corps si la perception du corps est fausse? Si elle est partielle. Alors, je ne sais pas que je dise qu'il faut être tout le temps dans la perception globale, absolument. Mais effectivement, la sexualité réclame d'être et place le corps dans toutes ces possibilités de toute sa richesse. Alors, se poser, c'est déjà se reposer, bien entendu, mais avant que de se reposer, c'est aussi sentir ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant dans la contraction, c'est-à-dire quelle sensation la contraction a provoqué. Qu'est-ce qui se passe quand vous relâchez? Voilà. Le temps de la détente. Prendre le temps de la détente. Le temps du repos. Le retour au contact. Le retour au support. Éventuellement, l'image de descendre vers la terre. Décharger la tension. Tout ça, c'est une gradation qui permet de petit à petit affiner les perceptions et d'apprendre à se reposer, relâcher, se détendre. Alors, se détendre, c'est aussi s'ouvrir à toutes les perceptions, c'est-à-dire aussi laisser venir. Moi, j'aime bien l'expression de laisser venir, pas sentir, non, laisser venir les sensations, laisser venir la sensation du muscle, du corps qui vient d'être contracté, de cette partie du corps, laisser venir le repos. Et puis, c'est un peu comme
comment dire, c'est comme laisser le temps de la résonance, de la jouissance. Ne rien faire, c'est le temps de la jouissance. C'est-à-dire, le corps a été activé par une émotion, par un mouvement, par une action dans la perception. Et cette écoute de cette perception, c'est la dimension de la jouissance. Ce qui se passe au niveau sexuel, souvent les patients, notamment ceux qui se plaignent, les hommes ou les femmes, hein, ceux qui se plaignent de douleur après l'activité sexuelle, c'est souvent parce que, en fait, il y a eu une sorte de précipitation, de concentration, d'obsession, de tension vers arriver au bout et pas laisser le temps de la jouissance, c'est-à-dire au sens de profiter simplement. C'est-à-dire en fait pour ça, alors c'est pour ça que je dis que cette expérience en situation thérapeutique, elle est importante et évidemment plus facile que lorsque c'est pendant l'activité sexuelle, avec lequel il y a l'image de soi, de l'autre et de ce que c'est que la sexualité idéale. Donc là, on revient à soi et on sort du regard et de l'image de l'autre le plus possible. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe même quand on est dans une relation sexuelle? Qu'est-ce qui se passe quand on commence à entrer dedans? On ferme les yeux la plupart du temps. En tout cas, au moins partiellement. Hein, parce que justement, c'est ce qui permet de se recentrer sur. Et c'est parce que aussi là, il y a une sorte de richesse des perceptions qui fait que toute cette sorte de symphonie du corps fait que le regard qui contrôle quand même, parce que le regard, autant il a beaucoup d'importance, mais c'est quand même lui qui permet de contrôler. Et, et donc, faire dans le corps. Alors, Du moment, on va dire. on avait un tout petit souci de liaison, mais ça a été juste quelques secondes, Martine. Donc, c'est très riche que tu nous offres. En fait, tu nous offres aussi quasiment une technique, hein, c'est-à-dire pour travailler autour de l'état tonique. Tu parles du rôle fondamental de l'espace, des appuis, hein, comme s'il fallait d'abord pouvoir intégrer ces appuis pour lâcher prise. Le rôle fondamental de l'étirement. Et puis, dans une discussion qu'on avait eue il y a quelque temps, tu parlais aussi beaucoup de la respiration et du bâillement. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui. Oui. Alors, c'est à voir aussi effectivement avec les ressources extraordinaires de l'enfance et puis du parcours plus ou moins chaotique des gens, des patients, qui font que toutes ces ressources extraordinaires et archaïques, donc très puissantes, hein, il ne faut quand même pas oublier, bien sûr qu'on nous apprend à contrôler nos réflexes, nos pulsions et tout ça, mais c'est une ressource puissante. Euh, notamment le bâillement, l'étirement que le bébé qui vient de naître sait faire déjà, hein, c'est une ressource l'étirement, c'est un moyen de réharmonisation tonique, de réharmonisation du corps. Et le bâillement, qui en est le prolongement, on veut dire, puisque c'est un étirement de l'intérieur du corps, du diaphragme, de la gorge, de la bouche, du cou, permet la libération de l'espace quand on s'étire. Alors, l'étirement, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué maintenant. Il y a le stretching qui n'a rien à voir avec l'étirement dont je parle. Il y a le yoga, qui est une discipline extraordinaire et extrêmement profonde, mais pour arriver à cette qualité de détente profonde et de retrouvailles, c'est au moins 10 ans. Parce que le yoga, c'est lié à une tradition, à des habitudes d'une civilisation où les gens, notamment, sont assis par terre. Alors, pour s'asseoir comme les Indiens par terre pour faire du yoga, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour les Européens. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de méthodes de yoga qui éludent un peu cette position par terre ou en tout cas qui cherchent à trouver des solutions parce que les gens sont mal au dos. Hein. Moi, j'avais un ami qui est
qui était professeur, il a fini par abandonner de faire du yoga. Il enseignait aussi par ailleurs le tai chi. Et, parce que quand on bute sur une difficulté et qu'on croit bien faire en forçant, comme en étant un bon élève, eh bien on bute, on n'avance pas. Et la créativité, justement, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la liberté. C'est-à-dire, c'est pas être un bon élève. Et l'étirement dont je parle, c'est ne pas être un bon élève. Moi, c'est vraiment l'injonction que je donne très régulièrement, et parce que je vois que c'est nécessaire. Je la donne pas systématiquement, mais c'est qu'en fait, en réalité, l'étirement, c'est une sensation d'abord. Ce n'est pas un mouvement. Contrairement, effectivement, à ce qu'on voit nous, occidentaux, chez les Indiens qui font du yoga. Les Indiens, quand ils savent faire du yoga, ils s'étirent. Ils sont dans un mouvement global avec des appuis, avec une respiration qui va loin. Et ce n'est pas un mouvement, c'est le résultat d'une énergie, comme on peut le dire, puisque c'est quelque chose. C'est que ce mouvement de réharmonisation, c'est d'abord une sensation. On s'en fout du mouvement. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent dans ce mouvement extrême, qui peut être extrêmement petit, extrêmement. D'ailleurs, plus il est petit, plus il est infime, il touche la respiration dans son côté le plus léger, plus c'est efficace. Si vous voulez dormir, vous posez sur le dos dans une position confortable, en pliant les jambes si c'est confortable, et puis vous posez la tête, et puis vous prenez le temps de sentir que votre tête est posée. Vous allez millimètre par millimètre rouler la tête vers un côté, mais très 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 doucement. Et je vous promets que si vous arrivez en même temps que vous faites ce tout petit mouvement dans un minimum d'effort, parce que là il s'agit du minimum d'effort, même dans l'étirement, en tout cas à la base, dans ce minimum d'effort, et que vous détendez l'autre partie qui ne fait pas le mouvement, eh bien vous ne finissez pas le mouvement de roulement de la tête, vous endormez. Voilà. Donc tout ça pour dire que si vous vous endormez, c'est que vous avez atteint le calme, la sérénité, le bien-être, l'harmonie qui fait que vous dormez. Voilà. Donc ça, enfin, le but, là, dans notre but, c'est pas forcément de dormir. Ceci dit, quand même, est-ce que la sexualité, c'est pas quelque chose qui nous permet une bonne relation sexuelle, un bon orgasme? C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour bien dormir, hein. C'est vrai que ça fait dormir. Mais quand on n'a pas d'orgasme et qu'on n'y arrive pas, eh ben, il y a souvent des problèmes de sommeil. Et les problèmes de sommeil, ça peut se résoudre, se régler, s'améliorer par des exercices d'étirement, c'est-à-dire de cette sensation d'allongement, d'aller vers, de prolonger dans le sol, voyez, qui fait que ça vient du centre et ce qui est important, c'est la sensation. Alors là, je vous dis des choses très complètes, mais je parle de l'étirement qui peut être très simple. Hein, mais ce qui est important, c'est de le faire avec présence, attention. C'est pas important de faire 50 mouvements. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire un mouvement qui fait que vous êtes vraiment dans une sorte d'unité, on va dire, qui fait que vous êtes vraiment présent là. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est pas la peine de faire plein d'étirements, ça sert à rien. On t'écouterait sans fin, Martine, et je vois qu'il y a des personnes qui ont posé quelques questions sur le chat. Donc je propose qu'on fasse, sauf si Béatrice va intervenir sur cette thématique juste après toi, non? Euh, euh, je vois Anne Dupuis de Charrière, en fait, qui voulait peut-être partager quelque chose. Je le vois pas écrit. Si Anne, tu veux prendre la parole, question, complément, interaction, puis on reprendra ensuite la suite des exposés des deux conférencières. Alors, Anne est psychomotricienne et en fait, on a écrit il y a très 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 longtemps un article avec Bernadette Garsamarou autour de la psychomotricité, hein, thérapie psychomotrice comme allié incontournable des sexothérapies. Donc, c'est assez ancien, mais on a eu l'occasion de... Ah ouais, non, elle dit qu'elle peut faire que par écrit, Anne, parce qu'elle est dans un environnement, un cadre bruyant, donc c'est pas possible. Mais elle disait qu'en fait, tout ce travail que tu décrivais, Martine, c'était une réappropriation de la sensorimotricité précoce
et archaïques, intensément ressentis, qui permettent de découvrir un plaisir du corps qui n'est d'abord pas focalisé sur la sexualité, je pense qu'elle voulait dire les organes génitaux ou le plaisir associé à l'auto-érotisme, mais sur le poids de l'espace occupé, et qui apporte une sensation d'un corps grandi et élargi, comme éclairé par du soleil sans aucune ombre. C'est très beau, hein, je cite, c'est dommage que l'environnement soit bruyant, pour pas laisser Anne partager ceci. Bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole à cette étape de la conférence autour de ce travail corporel de réappropriation? Oui, François, il y a une question qui est posée autour notamment du corps et de l'âge. Avec l'âge, c'est aussi le corps différent qu'il faut accepter. Est-ce que vos patients ou patientes ont une conscience de leur corps tel qu'il est devenu? Est-ce qu'on pourrait développer cette question-là? Oui, alors c'est vrai que, alors d'abord, Martine, elle nous a fait vraiment une très très belle description de la palette telle que il faut essayer de se l'approprier. Donc, c'est particulièrement important, par exemple, quand on va expliquer aux patients pourquoi la rééducation du périnée, ça marche pas. Par exemple, dans la rééducation du réflexe de l'éjaculation, puisque souvent les mouvements sont faits comme des mouvements sportifs, comme si on allait s'entraîner à la salle de sport et qu'il fallait donc gagner de la force musculaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit tous être vigilants, parce que ça explique les échecs. Alors, pour revenir à la question du corps qui change, c'est constant, c'est-à-dire que en permanence, on a pourquoi est-ce que je suis pas en érection quand je vois une personne qui me plaît, pourquoi est-ce que j'ai plus les mêmes sensations orgasmiques qu'avant. Donc en fait, il faut faire cet accompagnement en fait en permanence, en sachant que toute cette palette de nuances du vieillissement sont assez mal décrites dans la société de tous les jours. Donc le vieillissement prostatique, par exemple, bon, les patients savent que s'ils ont un adénome de prostate, ils vont plus uriner pareil, mais ils ne savent pas qu'ils vont plus éjaculer pareil. Et donc, en fait, en plus, on n'a pas beaucoup de choses à leur proposer d'un point de vue médical. Donc c'est vrai que il faut effectivement, comme disait Martine, essayer de montrer que la créativité, elle est toujours là, elle est toujours possible. Et en fait, y a des ouvrages asiatiques qui résument assez bien ça. Donc, moi, je me souviens avoir lu il y a très longtemps le Tao de l'art d'aimer, qui a été écrit par visiblement Joël, elle a l'air de s'en souvenir. Et en fait, il y a, et peut-être Martine aussi, il y a un très très bon passage qui explique comment est-ce qu'on peut faire l'amour quand on vieillit, en fait, en étant vraiment dans le slow sex, dans l'adaptation. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on a vieilli, on n'a plus la même réceptivité qu'avant. Et comme on est toujours à la recherche des choses qu'on connaît, et donc c'est les anciens réflexes qui viennent en premier, eh bien en fait, on a l'impression qu'on va plus rien pouvoir faire, mais en fait, finalement, on a des choses enfouies et des choses qu'on peut laisser ressortir et reconstruire à nouveau. Et donc là, on a un accompagnement pour nos patients qui n'est pas forcément évident, qu'on va bien sûr aller puiser aussi sur sa propre expérience du vieillissement. Et donc, on peut tout à fait arriver à faire de la créativité du corps vieillissant, en décidant de partir sur les idées reçues et comment est-ce qu'on peut faire pour tourner tout ça. Alors, Martine, elle a une idée. Oui, enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Tu fais allusion au livre, enfin toute la production asiatique, parce qu'effectivement, en Asie, particulièrement les mariages de raison, enfin le mariage n'est pas basé sur l'amour comme chez nous. Enfin nous, c'est notre culture qui fait que c'est l'amour la base du mariage, alors que en Orient, on apprend
la sexualité, c'est une pratique de bonne relation de couple. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'écrits qui sont très intéressants. Et c'est vrai que l'âge est l'occasion d'une nouvelle création, hein. Moi, ça m'arrive souvent d'être amenée à dire, mais euh, quand même, à 20 ans, le fantasme, c'est quand même faire un bébé. Enfin, et puis, la sexualité, c'est ça, quoi, qui pousse, c'est se reproduire. Enfin, un truc très archaïque, là aussi, très essentiel. Mais on est dans une civilisation actuellement où depuis, c'est pas si longtemps que à 50, 60, 70 ans, on est encore en pleine forme, on rencontre un nouveau partenaire et est-ce que c'est raisonnable de continuer à vouloir faire des bébés comme on le faisait à 20 ans? Pourquoi pas chercher à inventer, effectivement, on a un vrai travail d'éducation en tant que sexologue, nous, hein, et d'inviter les gens à créer. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure à propos du massage, c'est pas pour rien que les gens sont tous allés en Thaïlande et que maintenant, ce sont les Chinois et les Thaïlandais qui sont ici pour faire des massages. Et que moi, j'ai eu pendant longtemps, je fais des massages, pas pour des histoires sexuelles, mais maintenant, les gens peuvent trouver des masseurs, des masseuses facilement, hein, qui font des massages généraux. Quand je parle de moi, c'est que moi, je considérais qu'effectivement, le massage général, c'était un des traitements essentiels pour les gens qui sont stressés, qui ont des problèmes de dos, des problèmes de digestion, des problèmes, que le massage général, c'est une manière de réharmoniser le corps et la relation au corps. Il y a beaucoup de choses, hein, dans ce qui vient d'être dit. D'abord, le rôle fondamental certainement de l'éducation. C'est-à-dire si on éduquait les petits garçons, les petites filles, en leur disant que la sexualité qu'ils ont à 15 ans, ce ne sera pas la même qu'ils auront à 25, à 45, à 65 et 85. Ça serait vraiment important. Et ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Et ça me fait penser un petit peu à notre collègue Gérard Rib, hein, qui parle souvent de déprise pour justement aller voir à côté, essayer de voir autre chose. Et puis, ça me fait rebondir aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'hygiène de vie à développer tout au long de sa vie, justement, sa créativité tout au long de l'existence, et pas attendre un aléa, un pépin pour se dire, bah mince, voilà, il y a un problème, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc cette éducation, elle est vraiment fondamentale. Je pense qu'on aurait vraiment des standards à remettre en place. La notion aussi de ne pas se polariser sur l'acte pénétratif, hein. Tout à l'heure, bon, j'ai un peu tiqué Martine, mais je pense que j'ai mal compris quand tu as dit mettre la sexualité de côté. Pour moi, c'était paradoxal, en fait. Voilà, pour la créativité, c'est mettre les pratiques sexuelles, peut-être. Mais la sexualité, elle est présente de partout, dans la lecture, dans les fantasmes, dans les respirations, dans les caresses, etc., le regard, l'imaginaire. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi de redéfinir tous et tout ensemble ce qu'est la sexualité. Mais je suis bavard, je ne devrais pas, parce que j'ai vu que quelqu'un avait levé la main, et je compte sur Dominique pour... Oui, effectivement, François, c'est Agnès Despuy-Villemur, je crois, qui avait levé la main, si elle souhaite prendre la parole. Non, il était en train de répondre, François. Du coup, moi, je suis étudiante en troisième année Mhm. et je suis infirmière de formation. Du coup, j'ai travaillé en EHPAD et actuellement, je suis infirmière en milieu scolaire dans un lycée. Donc, j'ai pu voir des jeunes et des seniors. Et les attentes sont pas les mêmes, mais on retrouve en fait, selon les personnes, une individualité, une demande personnelle de chacun. Certaines n'ont pas d'intérêt, d'autres ont des intérêts, que ce soit dans la gourmandise, parce que la sexualité est partout, le désir, le plaisir aussi se retrouvent. Et donc ça, on le retrouve. Mais c'est vrai que l'éducation, de leur dire que non, c'est pas porno-normé, non, ce sera pas toujours comme ça, non, il faut aussi s'écouter, il faut se connaître. Ça commence dès le plus jeune âge. Et moi je le vois avec des lycéens qui ont quand même entre 14 et 21 ans. J'ai des questionnements et des attentes, parce qu'ils se livrent assez facilement à l'infirmière, qui sont des fois un peu surprenantes. Parce que pourtant, ils ont des cours que nous n'avions pas, de la prévention que nous n'avions pas. A contrario, en EHPAD, j'avais aussi des soignants qui n'étaient pas forcément,
comment je pourrais dire, qui n'étaient pas forcément, c'était pas dans leur représentation que de penser que les personnes âgées avaient encore une activité sexuelle. Les personnes âgées, certaines, comme je vous dis, n'avaient pas forcément d'intérêt et d'autres pourtant étaient très intéressées et me disaient que elles, ce qu'elles souhaitaient, c'était rencontrer quelqu'un, non pas forcément pour avoir une sexualité pénétrative, mais pour avoir un conjoint ou une compagne ou un compagnon. Donc c'est vraiment ça qu'on retrouve. Et après, le corps qui change, c'est quelque chose qui est très dur à accepter pour beaucoup. D'ailleurs, on le voit avec la montée de la chirurgie esthétique, etc. Oui, enfin, on pourrait poser la question pourquoi cette importance de l'image parce qu'en fait, quand le corps, quand il y a du plaisir dans le corps, quand du bien-être, hein, parce que avant le plaisir, il y a le bien-être, c'est qui est une sorte de base essentielle. Tout à l'heure, je faisais allusion au bébé. Le bébé, on ne peut pas parler de plaisir vraiment, mais c'est en tout cas du bien-être. Hein. C'est puisque quand il est tout propre, là, il fait pipi, parce que ça lui fait du bien, ça le soulage, c'est du plaisir. Hein, mais c'est du bien-être aussi. Hein, et donc, c'est vraiment la base. Est-ce qu'on peut aller vers loin dans le plaisir, dans l'excitation, si on est tout crispé, quoi. Il faut déjà se détendre. C'est pas pour rien que c'est associé à l'amour, la sexualité, qu'il n'y a rien de meilleur, de plus fort que quelque chose qui est associé à des sentiments, en tout cas un sentiment amoureux. Parce que là, le sentiment amoureux, il ouvre, il donne envie de partager avec avec tout ce qu'on a de soi, quoi. Hein, et c'est ça qui magnifie la sexualité et l'excitation. Hein. Tu as réagi en direct auprès de Martine. C'est l'amour de la sexualité, j'étais sûr, hein, Joël. Oui, oui, j'ai réagi en direct juste pour dire un mot parce qu'effectivement, la question du sentiment amoureux et de la sexualité peut aussi être contre-productif, hein, on le sait. Donc, Oui. et ça pose la question du lien entre la créativité et l'audace. Et je pense que un des fondamentaux de la créativité, c'est d'oser. Et pour moi, la créativité dans la sexualité, dans la sensualité, enfin dans tout ce qu'on a dit, on a dit des choses absolument magnifiques et c'est pour ça d'ailleurs que je n'intervenais pas, mais puisque voilà, ça a été plus fort que moi, je vais dire. Pour moi, la créativité, c'est vraiment le mouvement vital de l'art et l'art d'aimer, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec la vie. Alors, on sait très bien que chez nos patients, c'est souvent quand même cette dimension de la créativité qui pêche. On le sait aussi. Hein. C'est pas, alors là, on dit des choses très positives et magnifiques, mais on sait aussi qu'on est souvent devant des imaginaires, même des imaginaires corporels, hein, pas forcément des imaginaires uniquement fantasmatiques, qui sont très, très, très limités. Et on voit bien aussi que la dimension de la créativité relationnelle est fondamentale dans la façon de vivre sa sexualité. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux êtres dans des inconscients corporels qui se rencontrent et qu'il y a quelque chose qui se crée avec l'un ou l'une et pas avec l'autre. Hein, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc voilà. Bon, je m'arrête parce que je pourrais continuer longtemps. C'est pas mon moment, mais voilà, j'avais envie de dire ces petites choses. Il y a Béatrice de Fromont qui demande la parole. Moi, je m'appelle Béatrice de Fromont, je suis sexologue et psychothérapeute. Je travaille à Albi dans le Tarn ainsi qu'à Toulouse. Et c'est chouette cette réunion ce soir parce que plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu 27 ans qui est d'origine asiatique et qui est orienté par son urologue suite à une hypertrophie de la prostate. Donc, j'ai plusieurs choses là qui me viennent en tête. Je voulais d'abord savoir si juste une hypertrophie de la prostate modifiait l'urine et l'éjaculation. C'est un truc qui est pas clair encore pour moi. Et puis, parallèlement à ça, bien sûr, il vient par rapport à des troubles érectiles. Et quand je creuse, il y a aussi, je m'aperçois vraiment une angoisse de performance. C'est quelqu'un qui est aussi parti dans un milieu libertin qui a besoin de sensations très très fortes, qui vient de divorcer. Donc là, il est en fait dans toute sa curiosité du nouveau.
à la fois, bien sûr, il va falloir déconstruire et en même temps, il y a une hypersexualité puisque il y a des grands besoins et il se masturbe au moins 5 ou 6 fois par jour. Donc effectivement, là, on est vraiment sur plein de choses qui sont croisées au niveau des troubles érectiles. Donc voilà, on va déplier ça. Faut qu'il accroche aussi au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais envie de partager ça. Et quand vous avez parlé des problèmes de prostate tout à l'heure, je voulais aussi vérifier avec vous pour savoir s'il y avait aussi une incidence. Voilà, je suis avec ça. Merci. Du coup, alors, si j'ai bien compris, il a 47 ans, ce monsieur. Bon, effectivement, il y a une certaine complexité parce que donc l'hypertrophie bénigne de prostate, elle arrive avec l'âge, bon, généralement autour de 50 ans. Donc il est bien autour de 50 ans. Mais ce qui peut ressembler à une hypertrophie bénigne de prostate, ça peut être en fait un périnée qui est bloqué. Et le périnée bloqué, ça peut bloquer le sphincter urinaire, donc la possibilité d'uriner plus difficile, et ça peut bloquer l'éjaculation. Comme il y a une hypersexualité et qu'en fait il se masturbe beaucoup, donc moi je pense qu'il y a toute une approche à faire sur son périnée, s'assurer qu'il n'a pas de problème de sacrum, de coccyx, éventuellement faire une approche ostéopathique pour qu'il puisse déjà se réapproprier son corps et très certainement il fonctionne avec des tensions permanentes du corps. En sachant qu'en plus, parfois il y a des choses dont il ne parle pas, l'utilisation des objets, enfin bon, bref. C'est vrai que il faut essayer d'évaluer au mieux la situation et du coup rebondir sur ce que disait Martine. C'est avoir une idée du corps relâché en fait, hein, de moduler son corps. Je pense pas qu'il y a un adénome de prostate très important à son âge. Alors bien sûr, il faut qu'il ait eu une échographie, regardez si par hasard il n'a pas un lobe médian, parce qu'avec le lobe médian, on peut être un tout petit peu plus gêné, avec une toute petite prostate, mais je pense qu'il a un problème d'utilisation de son périnée, ce monsieur. Pardon. Et parallèlement à ça, j'ai oublié de dire que bien sûr, il est à fond dans le culte du corps et du sport. Et étant sportif aussi de haut niveau, il y a quelque chose qui est complètement anesthésié dans les perceptions et les sensations, puisqu'il est constamment dans la force. Et il y a quelque chose qui bloque beaucoup le périnée et qui est très à la mode dans le sport, c'est les squats. Et en fait, plus il va faire des squats, plus il va tirer la face intérieure des cuisses, plus il va faire ses bascules du bassin, et plus il va tout bloquer en fait. Merci. Oui, je voudrais dire que effectivement, j'ai eu des patients de ce genre-là qui sont d'abord très angoissés en fait, en réalité, hein, qui cherchent à vérifier tout le temps qu'ils sont capables de jouir, d'avoir une éjaculation, une érection, et qu'il y a une sorte d'échauffement. Alors il y a quelque chose, je vais vous donner un petit truc, mais qui est très utile, c'est la douche froide. C'est-à-dire que une fois que parce que le besoin de recommencer, c'est souvent parce qu'en fait, il n'y a pas eu de la détumescence, le calme qui est donné, hein, puisque l'excitation sexuelle, elle atteint un maximum, et normalement, le corps a besoin d'évacuer cette tension, parce que sinon, le corps a besoin de se détendre, quoi. Et le sang a besoin de circuler, et tout ça. Et donc, le fait d'être dans cet échauffement anxieux, ça crée artificiellement, alors quand on parle d'hypersexualité, je ne suis pas sûre que ce soit forcément une hypersexualité comme on pourrait le dire, quelqu'un qui a une sexualité très puissante. C'est pas vrai. C'est plutôt quelque chose qui cherche à rattraper, quelque chose qui est impossible à faire lâcher, on va dire. Et ce moyen de faire lâcher cet échauffement, c'est la douche froide. Et c'est valable pour les femmes. Par exemple, c'est valable pour les femmes qui veulent faire trop plaisir, par exemple, et qui acceptent la pénétration trop fort, trop long, pour aider l'autre, ou elles veulent arriver à l'orgasme, des choses comme ça. Et ça finit par à échauffer trop. Il y a un bon dosage d'échauffement, hein. La chaleur, c'est bon, mais trop de chaud, c'est pas bon, ça irrite.
hein, ça irrite surtout la muqueuse. On est dans des tissus muqueux. Frottez-vous à un moment la bouche sans la mouiller, et à un moment donné, ça fait très vite, ça s'irrite très vite, ça se sensibilise très vite. Donc, sagesse, quand il y a cette sorte d'échauffement qui ne lâche pas et qui oblige à continuer toujours, euh, moi j'explique à mes patients, ou mes patientes, hein, qui n'ont pas eu leur orgasme, comme on dit, c'est d'aller dans la douche, de s'accroupir et d'arroser avec la douche d'eau froide. Alors je dis accroupir parce que c'est pas toujours agréable de mettre de l'eau froide sur le corps. On n'a pas forcément envie. Mais par contre, le périnée, il est très content. Le périnée, c'est une partie du corps qui est très contente d'avoir du froid quand il y a trop de chaud. Donc pour ça, on s'accroupit et comme ça, on n'a pas le froid dans les jambes, sur les jambes ou les pieds. Vous voyez? C'est tout bête, hein? Et donc le froid sur le périnée, ça provoque une rétraction, hein. On sent très bien que de cette dilatation des corps caverneux, hein, qu'ils soient féminins ou masculins, c'est la même chose, ça provoque une rétraction et on est tout calme. Voilà. C'est tout bête, mais c'est efficace. Et ça ça évite beaucoup des somatisations d'après coup, hein. Oui, je vois, Béatrice, que tu es d'accord avec moi? Oui, merci. En tout cas, je dis merci. Merci de vos repères, de vos remarques, et effectivement. Et vous, quand vous dites hypersexualité, c'était par rapport à son énergie puissante ou, enfin, moi, quand je l'ai utilisé, c'était pour dire qu'il était vraiment dans une fréquence effrénée et Oui, qui... c'est ça. Oui, c'est ça, on est d'accord, hein. Et C'est du coup, effréné, c'est effréné, ça peut être effréné dans une relation, c'est pas le problème. Mais quand c'est répétitif comme ça et que ça provoque des douleurs et des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas adéquat. Dès que ça provoque des douleurs résiduelles, c'est qu'il y a quelque chose qui est trop. Ça peut être dans le dosage, ça peut être dans le geste, ça peut être. Enfin, il y a plein de raisons. oui, merci. Ouais. En fait, ça rejoint un petit peu une question que je voulais poser. C'est la compatibilité entre le corps créatif et le corps fonctionnel. Hein, ça a été un petit peu dit, ça, mais qu'est-ce qu'il en est, Béatrice, dans ta clinique, de cette compatibilité entre le corps créatif et le corps fonctionnel, si tu en as quelque chose à dire là-dessus? Ben, on en a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que on repart un peu sur des basiques. Alors, c'est des choses qui sont très fréquentes en consultation. Alors, ce qui est très intéressant, qui, à mon avis, peut quand même être positif pour les jeunes, c'est que les jeunes garçons, maintenant, ils ont beaucoup plus tendance, en fait, à poser des questions qu'avant. Je vois souvent des jeunes garçons qui viennent parce qu'ils veulent faire une espèce de check-up, comme ils disent. Alors je leur dis, oh, bah, vous êtes un petit peu jeune. Mais en fait, finalement, ils vont poser des questions sur le fonctionnement du corps. Ils se sont très largement examinés, hein. C'est vrai qu'il faut ils voient des choses que moi, je ne vois pas. Et en fait, par exemple, ils vont parler de la couronne perlée, ils vont parler des crânes Fordis. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de remettre des choses à plat. Et à la limite, il faut mieux qu'ils posent ces questions et qu'on puisse mettre un petit peu les choses à plat, au lieu d'aller trouver des réponses sur certains forums, où là, ils peuvent faire des bêtises. Et donc, en fait, le côté de connaissance du corps est important. Alors, après, il y a qu'est-ce qu'on va faire de ce corps? Alors, là encore, il y a toutes les idées reçues sur le nombre de fois où on peut faire l'amour, tous les protocoles qu'ils ont vus. Et on va dire que euh, c'est souvent associé à une très grande pauvreté sensorielle. C'est-à-dire qu'on se rend compte des méfaits de la culture pornographique et puis de l'absence d'utilisation des autres sens. Donc moi qui suis urologue et qui n'ai pas la formation forcément suffisante
pour aller vers certains outils, j'utilise de plus en plus des petits protocoles de sunset focus. Parce que justement, on arrive à une espèce de dissonance. Alors, c'est valable aussi chez les gens plus âgés. On a de plus en plus de troubles de l'éjaculation en consultation qui sont liés en fait assez souvent à une sexualité en solitaire qui s'est développée pendant des années avec la pornographie, la masturbation, et où en fait on est incapable de reconnecter son éjaculation à autre chose qu'à une hyperstimulation visuelle et tactile. Et donc, en fait, là, on va aller chercher des outils sur le lâcher-prise, on va chercher des outils, par exemple, sur la méditation temps présent, sur le fameux mindfulness. Et en fait, justement, on va recréer des choses. Alors, donc, c'est vrai que comme enfin, je ne maîtrise pas, loin de là, beaucoup d'outils, en fait, j'aime bien, par contre, là, essayer de conseiller des choses qu'on peut avoir de bonne qualité pour que la personne, en quelque sorte, elle se reconstruise avec ses propres outils, en fait. Hein. Donc, je pense que les thérapeutes doivent avoir plusieurs outils en fait, à proposer pour que les patients arrivent à se les approprier. Et maintenant, on sait que c'est quelque chose qui a évolué. On a connu la période où en fait, on mettait un petit peu les patients sur une espèce de, de voie, de trajectoire où finalement ils n'avaient pas tellement d'échappatoire. Et je trouve que la notion en fait, de boîte à outils et de médecine holistique est particulièrement intéressante. Alors, on a aussi bien sûr les psychomotriciens sexologues. Donc nous, à Lyon, on a la chance d'avoir Isabelle Botel. Donc là aussi, elle peut faire un travail sur le corps qui est très, très intéressant. Donc moi, je pense qu'on a toute une palette d'outils. Une fois qu'on a fait le diagnostic, et le diagnostic, il va se faire un petit peu, il va changer un petit peu à chaque retour du patient, parce qu'on va découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément découvert au départ. Et donc voilà un petit peu comment je vois les choses par rapport à ta question. Merci. Avant de poursuivre, je crois qu'il y a Claude qui voulait prendre la parole et ça va être sur ce sujet, si je m'abuse. Alors, bien sûr, d'abord pour répondre à l'albigeoise, bonsoir. Dans ces hommes qui font énormément de sport et de gonflettes, il faut voir aussi s'ils ne prennent pas des produits. Tous ces produits qui vont les hyperstimuler, non pas sexuellement, mais et voilà. Et effectivement, pour avoir eu plusieurs patients avec qui j'ai eu un jeune là récemment qui, à force de prendre ces produits et de faire des efforts, il arrivait à éjaculer rien qu'en levant les barres. Et aucun relâchement ne leur est donné par les conseillers, Martine. Pour revenir à l'histoire de relâcher, de faire des pauses, rien. Et on a très vite pu fermer. Il y a vraiment, chez beaucoup d'hommes, cette histoire, non pas tant, ils essaient de savoir s'ils fonctionnent, mais c'est surtout que tous les produits qu'ils prennent, s'il est en recherche d'une relation avec quelqu'un, il peut être vraiment dans ce qu'il n'arrivera pas à faire parce qu'il veut être dans la performance totale. Voilà. Bon, moi, je voudrais rebondir par rapport... François, je peux Oui, bien sûr, la parole est libre. Hein. Je voudrais rebondir par rapport à cette hyperstimulation, cette recherche d'excitation. C'est qu'en fait, dans mon travail actuellement à Paris, j'ai beaucoup d'hommes qui ont fait des grandes études, qui ont beaucoup de responsabilités, qui sont tout le temps, qui ont été devant les écrans et devant les ordinateurs, et qui ont au contraire des problèmes au niveau du périnée, des testicules, des jambes, du dos, n'en parlons pas. Et ce sont des hommes qui sont en fait
hypoactifs, pas dans leur tête hein, sexuellement, mais hypoactifs dans leur corps. C'est-à-dire, soit ils ne marchent pas, soit ils sont, enfin, ça c'est un mal de notre civilisation actuelle, hein, entre les fauteuils de télévision, de cinéma, de voiture, tout ça c'est les fauteuils pour se détendre. Et en fait, d'être assis tout le temps dans une position de relâchement, le corps, à la longue, il devient passif. Hein. Et les tensions, et le périnée, il est le plancher, hein, on l'appelle le plancher, le diaphragme, enfin, tout ce qu'on veut, hein, mais en tout cas, c'est lui qui porte les charges, les pressions mentales, les pressions du corps, des tensions du haut du corps, et c'est lui qui encaisse, quoi. Hein. Et ces hommes-là ont des douleurs, comment j'appelle ça, enfin, des douleurs de la prostate, des douleurs quand ils éjaculent, des douleurs quand ils font pipi ou ils font trop pipi et tout ça. En fait, il y a une méconnaissance totale de leur périnée, de leur capacité à contracter, à lâcher. Pas une méconnaissance pour comprendre, savoir que leur périnée est tendu. Alors ça, c'est soit trop tendu, soit pas assez. Et cette méconnaissance aussi de cette possibilité de contracter cette zone qu'on appelle le centre, qui a des noms orientaux très, très intéressants, mais qui est le centre du périnée, cette zone qui est entre les bourses et l'anus, qui est au niveau de la prostate. Eh bien, il y a des hommes qui n'arrivent pas à contracter, qui, quand ils ont envie de faire pipi, se sont accrochés à contracter le bout du gland, enfin, ou le bout de la verge, pas le bout du gland, mais enfin, en tout cas, moins le bout de la verge, dans une sorte d'urgence, alors que, et ça c'est valable pour les femmes aussi, hein, alors que, en fait, en réalité, dans cette urgence de faire pipi, il y a deux portes. Moi, je dis, le corps, il nous a donné deux portes. Il y a le sphincter du bout, enfin de la sortie, on va dire, et le sphincter et la force du centre du périnée. Et c'est cette porte-là qui permet le contrôle, d'abord de l'éjaculation, qui permet aussi de retenir, de calmer l'excitation du bout qui est tellement difficile à retenir. Hein. Une fois que l'envie est vraiment à la sortie, c'est très très difficile de revenir en arrière. Par contre, si la concentration se place au niveau du centre du périnée, là, on calme le jeu. Ouais. Et ces hommes-là, pour revenir à eux, ils ont besoin soit d'apprendre à se détendre, à détendre ces muscles, soit les renforcer par la concentration, parce que aussi en étant trop dans sa tête, trop dans la volonté, trop dans le pouvoir, trop dans l'autorité ou l'action, l'expansion vers des entreprises extraordinaires, eh bien, en bas, ça s'affaiblit, quoi. Il y a un moment où ça ne répond plus, et donc il y a une nécessité de replacer où est la force du corps, la force de l'être humain, même notre tête, même le haut de notre corps, il dépend de la force du bas du corps, de la taille jusqu'aux pieds. Et c'est cette force qui est là, d'abord, si vous regardez le corps, les muscles les plus puissants, c'est-à-dire les plus gros, hein, puisque c'est plus d'unités musculaires, donc ça veut dire que c'est les plus gros. Je ne parle pas de la graisse, hein, je parle des muscles. Eh bien, ce sont les fesses, les cuisses, le ventre, les abdos, les abdominaux, hein, et les mollets, et voilà. Et donc tout ça, et les pieds. Alors là, les pieds, ce sont les palpeurs pour prendre la force dans le sol. Hein. Et donc tout ça pour dire que ces hommes ont besoin de réactiver leur corps, de le détendre aussi souvent, en même temps, et de connaître leur corps. Parce qu'en même temps, il y a cette sorte de faiblesse, d'inactivité, de trop-plein. Il y a aussi, en général, des problèmes dans le dos, des douleurs du dos. Et ces douleurs du dos, elles sont mécaniques la plupart du temps.
Et c'est vraiment, vraiment un travail au niveau de... Le périnée, pour qu'il travaille bien, il faut que le dos soit bien placé. C'est-à-dire que pour que le périnée soit en position de travailler comme il faut, enfin d'avoir sa fonction normale, on doit être assis sur les ischions. Et les ischions, c'est quoi? C'est les os du bassin. C'est-à-dire c'est un appui ferme. La plupart du temps, quand les gens, je leur dis comment vous appuyez, comment vous êtes assis, montrez-moi comment vous êtes assis d'habitude. Bon, le dos arrondi. Et sur quoi vous êtes assis? Ah, il me dit le sacrum. Bon, d'accord. Non. Et les pieds. Le coccyx? Non. Sur l'anus. Ben, notre corps n'est pas fait, notre anus n'est pas fait pour être compressé tout le temps. Bien sûr que quand on se détend dans un fauteuil, on peut être en appui sur l'anus, sur le sacrum et avoir le dos arrondi. Mais notre corps n'est pas fait pour être dans un fauteuil de repos toute la journée. Et ça crée une sorte de distension entre la position passive, hyper passive et je dirais relâchée ou avachie, et le haut du corps qui, lui, au contraire, essaie de rattraper les bidons par des tensions qui sont excessives, parce que du coup, il n'y a plus le lien vital, pulsionnel, émotionnel, qui fait que le cerveau ne fonctionne plus en lien avec le bas du corps. Et si ça se passe toute la journée, c'est encore plus difficile pour après dans le lit. Alors ça s'appelle réaligner ses chakras. Donc oui, en fait, en position du lotus, en fait, quand on se tient correctement, en fait, on va faire un alignement énergétique. Oui, assis sur une chaise, au bord de la chaise, un peu ferme, c'est pareil hein, pour le dos. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on voit très couramment pour expliquer toute la pathologie fonctionnelle du petit bassin. Et donc, les patients s'approprient d'ailleurs ces explications, puisque souvent le point de départ des troubles fonctionnels, ça a été un nouveau travail, une nouvelle position. Donc, c'est vrai que c'est très très important comme notion. Oui, et c'est une notion qui est pas tellement, ça fait pas tellement fun, mais c'est mécanique. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'aspect mécanique du corps, ça a à voir avec la structure. Et la structure, ça a à voir avec la solidité. Et avec le moindre effort, surtout. Vous voyez ? C'est-à-dire que si on utilise bien les appuis, on est dans le moindre effort. C'est-à-dire que, autrement dit, on dépense moins d'énergie avec notre tête, notre volonté, notre pouvoir sur nous-mêmes pour nous faire du mal. Vous voyez ? On voit bien dans ce que tu décris toutes les spécificités de ta fonction première de kinésithérapeute et de tout le panel aussi autour du corps qu'on peut développer. Je me fais aussi l'écho de Anne Dupuy-Charrière, puisqu'elle nous parle de l'approche de type Feldenkrais aussi, qui est vraiment orientée sur ces grandes zones fondamentales. Enfin, il y a beaucoup d'autres approches, qu'elles soient orientales ou d'autres cultures, d'autres pays, etc., qui vont dans le même sens, en fait. Et on pourrait presque se demander s'il ne faudrait pas faire des ordonnances de Feldenkrais ou de psychomote ou de relaxation ou de Tony ou d'autres choses. On aurait pu en parler toute la soirée. Toujours est-il que oui, beaucoup d'hommes quand même sont dans leur fauteuil parce qu'il y a du télétravail, parce qu'on vous convoque malheureusement à des visioconférences et qu'on reste 2 heures sur un fauteuil, plus ou moins confortable, etc. Et puis dans notre clinique, on voit aussi beaucoup d'hommes qui n'ont plus un seul schème de masturbation en fait. Généralement, ils sont allongés dans leur lit ou assis sur un fauteuil et le bassin n'est absolument plus mobile en fait. Et parfois, la créativité, c'est tout simple. Dans le cabinet du sexologue, c'est d'expliquer que, au lieu que ce soit tout le temps la main qui coulisse sur le pénis, ça peut être le bassin qui va effectivement bouger dans une main qu'on va lubrifier, etc., de quelque manière que ce soit. Et c'est presque incroyable parce que rien que de dire ça, ça peut débloquer des choses au niveau un début de créativité pour simplement plier ses genoux, se masturber debout, trouver d'autres techniques, etc. et ouvrir un petit peu alors les chakras, comme dit Béatrice, ou peut-être d'autres choses. Alors, le temps est venu pour que j'interroge Béatrice sur la question de la téléconsultation. Et est-ce que la téléconsultation permet d'amplifier ou au contraire de brider la créativité? Est-ce qu'il y a une néo-créativité à travers justement d'autres approches thérapeutiques dans la téléconsultation?
Alors, en fait, effectivement, je travaille sur le site Charles depuis 4 ou 5 ans. Et puis, je fais effectivement Doctolib, mais pas spécifiquement pour la sexo. Alors, pour la sexo, il y a une chose que je ne fais pas. C'est la messagerie. J'arrive pas à me mettre dans l'intellectualité de répondre comme ça quand j'ai le temps. En deux, trois phrases, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Par contre, effectivement, les patients ont le choix entre la visio et le téléphone. La plupart choisissent le téléphone. Et en fait, on a peut-être plus d'échanges en fait, à donner de l'intimité, à se révéler, alors que finalement, c'est juste la voix. Et en fait, c'est une espèce de confidence que je trouve plus facile. Et en fait, on voit des gens de milieux très différents, d'âges très différents. Et les mots coulent assez facilement. En fait, les gens se dévoilent assez facilement. Alors, il y en a quelques-uns qui veulent la vision. Alors, en fait, eux, ils veulent se raccrocher à une image, en fait. Hein. Donc, ils veulent qu'on puisse échanger, ils veulent voir à qui on parle, à qui ils parlent. Mais, paradoxalement, je trouve que on va pas vers plus de confidence. Peut-être que tout simplement, l'image, elle fige un petit peu les choses et elle les empêche peut-être de se dévoiler aussi facilement. Je trouve que c'est un très bon moyen de faire les consultations de sexo. Donc les patients, en règle générale, sont plutôt satisfaits. Ils ont tendance à revenir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À première vue, je vois pas grand-chose à rajouter. Donc je trouve que ça a ouvert la possibilité à certaines personnes de consulter alors qu'elles ne l'auraient pas fait comme ça, en se déplaçant, voire même en visio en fait. Je trouve que le téléphone, c'est pas mal. Je crois que Claude voulait Oui. réagir. Alors, j'ai une pratique un peu particulière depuis le Covid. Je fais donc des consultations de sexologie et même de travail corporel pour travailler sur tout le travail corporel que j'ai appris en consultation. Alors, en vidéo, et je joue avec le jeu des caméras. Parce que quand on est avec WhatsApp ou avec FaceTime ou n'importe, on peut toujours se voir en grand. Par exemple, ce matin, j'avais une dame qui me disait mais ça va très bien, et elle était en train de me parler comme ça. Alors je lui dis, écoutez, appuyez sur votre image et regardez comment vous me parlez. Elle me dit, ah bon, mais alors, je dis quelque chose qui n'est pas ce que je pense. Et elle ne s'en rendait pas compte. Donc bon, ça c'est du langage corporel de base, j'ai envie de dire. Mais je travaille énormément sur toute la proprioception, tout le développement proprioceptif, le périnée, etc., en étant en visioconférence. Et moi, par contre, quand ils m'appellent, j'écoute leurs confidences au téléphone pour prendre le rendez-vous, mais comme je suis quand même sexothérapeute, je veux voir les patients et donc on fait ce jeu par le jeu des caméras. Et j'aimerais aussi dire quelque chose là pour ces hommes, Martine, dont tu parles, qui sont avec leur tête et qui sont toujours mal assis. Moi, je les conseille aussi, parce que je travaille avec des psychologues, et je leur dis, essayez quand même d'avoir d'abord des fauteuils. Avec la médecine du travail, à l'heure actuelle, tout le monde peut avoir des postes qui soient adéquats, donc où la verticalité est maintenue, la pose des pieds, et il y a même des cours qui apprennent aux gens à rester assis sans être, pas comme je fais là,
et c'est pour une autre histoire, sans être tout le temps contre le dossier du siège. Et la marche, l'urologue avec lequel je travaille surtout dit, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle les fait respirer, elle les fait marcher, elle les fait se tenir droit, et ils vont beaucoup mieux, ils vendent beaucoup mieux. J'habite plus lui. C'est intéressant ce que tu dis, Claude, parce que nous, au niveau des commissions d'acceptation des futurs sexologues, comme vous le savez, il y a 7 professions éligibles pour j'en parle, d'ergothérapeutes qui veulent se former à la sexologie. Alors, ils ne rentrent pas dans le cadre des professions qu'on accepte, donc ils passent en commission. Et on voit si leur dossier est acceptable ou pas, mais je trouvais que c'était intéressant aussi parce que cette dimension justement de la position corporelle au travail, etc., enfin bon voilà, donc ça va dans le sens de l'intérêt aussi de ces professions quoi, pour la sexologie. Merci. Alors, si vous me permettez, j'avais une question un petit peu plus pointue et précise pour Béatrice Cusin. Et c'était à propos des demandes de contraception à visée définitive, les vasectomies par exemple. Comment est-ce que tu te positionnes et est-ce que ça modifie justement l'image du corps des patients, des patientes? Est-ce que ça modifie la créativité des hommes? Est-ce qu'ils peuvent développer leur créativité quand ils ont effectivement fait une vasectomie? Est-ce que c'est plus facile de se lâcher, etc.? Voilà ma question. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a très longtemps, je fais des vasectomies. Donc, on va dire que les demandes ont changé d'un point de vue sociétal. Donc, au tout début, il y a une vingtaine d'années, on était devant des situations assez dramatiques d'IVG, de femmes qui avaient eu des cancers du sein qui ne pouvaient plus prendre de contraception. Enfin, donc ça, c'était la pratique il y a quelques années. Et en fait, ça a beaucoup changé. Donc déjà, le nombre de vasectomies est multiplié par 14 en 10 ans, donc c'est assez énorme. Donc la créativité, on peut pas dire que en tant que telle, elle soit changée, mais là où tu as raison, c'est qu'on a un nombre de couples de plus en plus important, de couples stables qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Et donc ça, c'est peut-être un peu la nouveauté, parce que finalement, c'est la vie de couple, la projection de la vie de couple qui ne se fait plus par rapport à la parentalité, alors pour plein de raisons. Et effectivement, donc ça, c'est une notion importante. Et après, c'est vrai que quand même, les demandes de vasectomie ne sont pas dans l'urgence, sauf cas exceptionnel. Il faut toujours faire attention si, en fait, ça se fait dans l'urgence parce qu'il y a un délai de réflexion de 4 mois. Et un profil de patient assez classique, c'est en fait le changement de la contraception féminine. Puisque donc en fait assez souvent la femme a eu la charge de la contraception jusque vers 40 ans et donc le couple a le nombre d'enfants qu'il souhaite et donc en fait on veut alléger la contraception féminine qui en plus peut avoir donc une mauvaise tolérance que ce soit pour la pilule ou par le stérilet. Alors effectivement ça peut bien sûr améliorer la qualité de la sexualité du couple et les possibilités effectivement d'avoir plus de relations un peu quand on veut, sans avoir en fait peur si on a opté pour le préservatif qu'il y ait des problèmes. Donc c'est vrai que c'est un registre sociétal très important. Ces pratiques de vasectomie. Alors la vasectomie, bien sûr, elle ne va pas changer la sexualité chez l'homme. Donc le volume du sperme est le même, la couleur est le même, il n'y a pas de maladie de prostate. Enfin voilà quoi. Donc en fait simplement c'est irréversible. Mais c'est de plus en plus demandé. Alors il faut savoir qu'on est aussi
on est exposé à des demandes de contraception thermique. Alors, la contraception thermique, c'est les Toulousains qui l'ont beaucoup développée, donc avec le slip chauffant. Maintenant, il y a l'anneau thermique, alors, qui n'est pas encore validé, mais qui est quand même de plus en plus plébiscité par des patients, qui a l'air de plutôt bien marcher, mais qui présente des contraintes. Donc, en fait, le message, c'est vraiment le changement profond de la société entre la répartition de la charge contraceptive des hommes et des femmes. C'est ça qui est mis en avant et très certainement ça joue sur la créativité sexuelle du couple. Ça, c'est certain, hein. Effectivement, la créativité, elle s'installe dans le couple, voilà, de manière très, très à sa mesure, quoi, hein. Mais effectivement, ça change complètement les normes et les modèles de virilité, de charge contraceptive, comme tu le dis. Et je pense que ça va forcément déboucher progressivement sur un nouveau partage aussi, peut-être, de l'imaginaire sexuel et puis de ce qu'on va rechercher dans la sexualité. Je vais poser la question, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre entretien, à toutes les deux, mais c'est peut-être un petit peu moche de vous dire ça, de finir là-dessus, mais il y aura certainement des questions. C'est quelles pourraient être, selon vous, les limites à la créativité en sexologie? Quelles pourraient être les limites à la créativité en sexologie? Qui est-ce qui veut commencer? L'angoisse de performance, Ouais, les traumas. Les limites, ça peut être aussi la dangerosité. Alors là, la dangerosité, c'est pas tellement pour le sexologue. Le sexologue, je pense qu'il devrait prendre des positions parfois un peu plus claires, tout simplement parce qu'il y a un décalage entre la sexualité fantasmée, certains lobbies qui voudraient nous amener là où on ne doit pas aller, parce qu'il y a quand même une dangerosité de certaines pratiques, des dangerosités qui sont mesurées. Et après, c'est vrai que le corollaire, une fois qu'on a mesuré une dangerosité, c'est pouvoir quand même s'impliquer pour les mises en garde. Et là, je trouve que on manque un peu de courage parfois, en fait, pour ces mises en garde. Alors là, encore. je lance quelque chose qui est un Par peu contre, tabou. tu veux parler peut-être aussi de la créativité qui peut être à l'extrême des paraphilies, voilà, ou d'autres. Absolument, Voilà. absolument. Ça peut être la créativité dans l'imaginaire de la sexualité par l'utilisation de psychotes, enfin de drogues qui sont dangereuses en fait, hein, le chemsex. Ça peut être le sadomasochisme extrême avec les expériences de bonding. Donc en fait, tout ça, ça peut être des pratiques dangereuses. Donc c'est vrai qu'on a quand même, à mon avis, le devoir de parler de tout ça, en fait, à dire, voilà, ok, vous faites ça, mais ça peut faire ça, ça et ça, quoi. Et surtout sur les jeunes générations qui, parfois, se laissent un peu embarquer dans des choses dangereuses, quoi. Et moi, je trouve que là-dessus, on n'est pas toujours suffisamment clair. On ne veut pas être moralisateur, mais c'est vrai que le discours n'est pas un discours moralisateur, c'est un discours de santé publique. Béatrice, si je peux me permettre de rebondir, dans la santé sexuelle est basée sur des valeurs, et une des valeurs de la santé sexuelle, c'est la sécurité. Absolument. Donc la sécurité, c'est bien sûr aussi la sécurité physique, affective, émotionnelle, etc. Mais c'est aussi la sécurité physique. Donc la sécurité fait partie de la sexualité et du respect, bien sûr, mais ça, on est dans des valeurs autres encore, mais cette question de la sécurité, elle est fondamentale. Et notre rôle de sexologue, c'est aussi de pouvoir expliquer aux patients voilà, jusqu'où effectivement cette sécurité peut être ne pas exister finalement à certains moments. Donc voilà, donc je crois que c'est important aussi que l'engagement du thérapeute, c'est aussi de s'appuyer sur ces piliers-là.
Hein, c'est pas de la morale. Pour le coup, enfin, vous savez, vous connaissez mes engagements, c'est simplement l'application de droits humains. On est des soignants. On n'est pas là pour faire mal. Enfin, on n'est pas là pour encourager la, la destruction. C'est presque un thème de conférence et de visio en soi, hein, parce que là, Ah effectivement, oui, sont, les limites. des postures, hein, des limites du sexothérapeute, hein, comment se positionner, comment être parfois non plus dans la réduction des risques, mais dans la réduction des dommages. Et ça aussi, c'est important. Donc, ça demande aussi beaucoup de créativité, certainement de la part des sexologues aussi, pour pouvoir se projeter des fois dans des choses qui sont hors de notre cadre. Et puis, la question qu'on pourrait aborder, bien sûr, dans d'autres conférences, du discernement est relié au consentement. Hein. Pour pouvoir Voilà. consentir, il faut discerner. Et pour pouvoir discerner, il faut avoir été éduqué quand on est mineur, enfant, et être informé tout au cours de l'existence. Donc, je reviens sur mon petit dada, là, mais qui est aussi ce travail fondamental d'éducation et d'information tout au long de l'existence, en ayant travaillé en tant que sexologue aussi, nous, sur nos propres limites, notre posture, et puis en ayant peut-être un carnet d'adresses qui nous permet aussi d'orienter quand c'est nécessaire et quand on fait le constat que parfois on n'est plus dans la créativité avec certains patients ou patientes et qu'il faut peut-être une aide, il faut effectivement trouver des ressources chez nos collègues, nos confrères et nos consoeurs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réflexions, des prises de parole Oui, François, il y a Hélène Bettens qui a levé la main depuis quelques minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour ma part, je suis en reconversion professionnelle et donc j'ai quelques consultations, mais j'ai surtout une activité professionnelle à côté d'acheteuse. Et dans ce cadre-là, pour la rendre acceptable, puisque c'est pas du tout ce qui m'intéresse, j'ai mis en place des ateliers bien-être le midi sur le temps de sur la pause médiane, pardon, pas sur le temps de travail. C'est des ateliers en fait où je fais intervenir un sophrologue, un respirologue, je travaille pour Petit Bambou. Moi, je fais de la relaxation guidée sur les principes de l'hypnose, puisque j'ai été formée en hypnose. Il y a une autre personne, on a commencé avec un ostéopathe qui travaille sur la théorie polyvagale et on fait des ateliers de micro-sieste. Et en fait, ce que je voulais vous partager, c'est que on a toujours très très peu d'hommes et que, comme le disait Martine et Béatrice, avec beaucoup d'exactitude, en fait, toutes les personnes quasiment que j'accueille, elles sont très éloignées de leurs sensations, de leur respiration, de leur schéma corporel. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver toujours en fait dans les consultations, je trouve. Et il y a très très peu d'hommes. Et ça m'alerte toujours. J'y arrive pas. J'ai tenté, mais non. Et c'est ce que vous disiez, François, tout à l'heure. Est-ce que finalement, il faudrait pas aider les gens en amont à anticiper le vieillissement autrement d'ailleurs que par le sport? Parce que le sport, ça convient pas à tout le monde. Comme disait Martine, il y a aussi le toucher, il y a aussi la détente. Moi, je découvre, hein, je veux dire, j'ai 53 ans. C'est à 53 ans que je découvre tout ça parce que j'ai été éduquée aussi avec l'idée de la performance. Donc, c'était pour vous partager ça, vous dire que peut-être aussi les patients, ils peuvent en entreprise suggérer des choses similaires, ce qui leur permettrait aussi d'aller plus vite ou en tout cas de ressentir mieux les bienfaits de l'accompagnement en sexologie aussi. Et comme je suis acheteuse sur le périmètre du handicap, si vous avez besoin de mes compétences, n'hésitez pas, je vous expliquerai pour le FFPH comment on peut faire passer des achats et être subventionné. Merci Hélène pour ces tips. Avec plaisir. Ça nous renforce en fait dans notre volonté à la SCLIF, qui est devenue une société savante, en fait, de travailler sur les échanges de pratiques et peut-être même imaginer dans les semaines ou les mois qui viennent de proposer à nos adhérents et à nos adhérentes des moments d'intervision, parce que je trouve que ces moments sont très très riches en fait, où on peut échanger. Et qu'en fait, bien sûr qu'il y a de la verticalité, mais cette notion d'horizontalité est vraiment très importante aussi pour nous. En tout cas, moi, ça me permet de m'ouvrir et de développer ma créativité en participant à ces échanges.
Ah bah, moi aussi, et je vous en remercie parce que c'est précieux. Votre expérience et vos connaissances sont des choses très précieuses à transmettre. Merci beaucoup. François, si tu veux bien, puisque c'est vrai que c'est notre dernière conférence de l'année. C'est un choix, ce sujet de la créativité, moi qui me tenait extrêmement à cœur, hein, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs proposé, on a eu trois conférences magnifiques hein, avec des axes à la fois différents et qui se recoupent. Parce que finalement, on sait très bien que dans notre travail de sexologue, eh bien, on est dans une unité totale entre le corps et l'esprit, hein, on l'a dit à différentes reprises. Euh, alors moi il me semble qu'il y a trois choses qui apparaissent là, même sur le fil d'ailleurs de toutes les conférences, hein, pas seulement celle de ce soir, par rapport à la créativité. Alors le premier axe, il me semble, c'est le chemin entre la méconnaissance et la connaissance. C'est-à-dire entre l'ignorance que certains patients ont de leurs sensations, de leur corps, etc., et aussi de ce qui se passe évidemment dans leurs relations. Et puis les éclairages qui arrivent à certains moments et la lumière qui arrive dans leur chemin. Et c'est aussi ça je crois qu'on peut leur proposer, c'est d'éclairer et en tout cas de mettre en énergie cette lumière. Le deuxième point, c'est un mot de Martine qui me revient, que j'ai entendu plusieurs fois ce soir, qui m'a beaucoup plu, c'est le mot symphonie. Alors j'ai trouvé que le mot symphonie, c'est un mot artistique justement dans sa définition même, hein, puisque c'est évidemment un mot, une signification musicale, mais aussi une signification de lien, d'échange, enfin voilà. Donc je trouve que c'est un très très beau mot pour résumer toutes ces conférences. Et puis le troisième point, ce serait le mot présence. Et le mot présence et les mots liens vitaux, donc la présence à la vie. Et c'est aussi ça que dans ces trois conférences, je crois qu'on a voulu montrer. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je conclurai, juste en rebondissant aussi sur ce que disait François sur nos projets. Alors les projets pour l'année prochaine, ce sont donc des séances d'intervision que nous allons vous proposer. Donc il y en aura un certain nombre avec des dates qui vont être définies. Et puis peut-être, on n'a pas encore tout à fait décidé, mais c'est vrai aussi que vous pourriez nous dire d'ailleurs si ça vous intéresse, peut-être de reprendre nos journées rencontres en présentiel. Voilà, donc et avec un axe alors qui n'est pas encore tout à fait vraiment défini non plus, mais qui se dessine, ce serait vraiment autour de la place du patient en sexologie. Hein, c'est-à-dire pas seulement le rôle du sexologue, mais aussi la dynamique interne du patient et vraiment sa capacité à lui de mettre en œuvre toutes ses ressources. Voilà, ça c'est un peu pour vous dire ce qu'on a prévu pour 2025-2026. Merci Martine. Je vais. C'est pas grave. Merci Joël. Merci Joël. Joël. Mais j'étais d'accord. En fait, je voulais dire merci Joël et je proposais de laisser un dernier petit moment à chacune de nos conférencières, Martine et Béatrice. Puis je prendrai rapidement la parole pour conclure, pour remplir mes fonctions de modérateur, que vous m'avez octroyées ce soir. Martine, Béatrice, à vous le mot de la fin. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire et surtout de toujours remettre sur le métier notre travail. Moi, je suis très... ça fait un bon bout de temps que je me suis orientée, que je travaille en sexologie et je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la vie et que ça nous rend vivants et que ça nous confronte à notre cheminement et franchement je suis très heureuse de partager ces temps-là avec tous et vos réflexions et vos différences. Merci. Merci Martine. J'irai dans le même sens que Martine. Alors merci de m'avoir permis de participer et puis d'écouter et on va dire,
d'apprendre des choses par ces échanges, parce que François nous a organisé des rencontres à plusieurs reprises avec Martine, donc ça a l'air de rien, mais on a bien préparé. Et donc, en fait, on a préparé, on a évoqué des thèmes dont on a pu parler, d'autres dont on n'a pas forcément parlé. Donc, c'est vrai que cette interactivité, on en a besoin tout au long de sa carrière pour progresser. Et donc, en fait, on apprend des patients, on apprend des collègues, on est des passeurs. Et ça permet au cours de toute sa carrière en fait d'être créatif tout simplement en fait, hein. Donc la créativité ça ne s'arrête jamais. Il faut essayer aussi d'être des messagers sur un petit peu l'importance de garder la possibilité culturelle d'avoir accès à plein de choses. Et ça, c'est vrai qu'on est un peu dans une société de simplification, une société où on recherche des outils déjà tout digérés, et ça, c'est dangereux. Et c'est vrai qu'on est, j'ai l'impression, ce soir, plutôt dans la moyenne d'âge des seniors ou des gens qui ont une certaine maturité. Et c'est vrai que c'est pas facile de se positionner dans la société actuelle là-dessus. Et je crois qu'il y avait une des intervenantes qui avait dit pourquoi est-ce qu'on voit plus de corps âgés, mais tout simplement parce que on est dans une société de la consommation. Et en fait, qu'il y a des modes, et puis ça passe, et puis on jette, et puis on passe à autre chose. Et en fait, il faut se battre pour rester dans la société de la subtilité, la société de la culture, la société où on a justement le droit d'être réellement créatif. En ne sachant pas ce qu'on va créer, en tout cas, on le fait avec des outils qui sont rigoureux, on le fait avec une richesse, avec une palette. Je pense que là, en tout cas, cette réunion, je trouve que, comme disait Joël, ce thème était vraiment important à pouvoir échanger entre nous. Merci Béatrice. Alors personnellement, j'ai pas vu passer ces 2 heures, même si j'étais un peu stressé et inquiet, hein, sans doute l'angoisse de performance. Mais pour conclure, je tiens d'abord à vraiment vous remercier toutes les deux, Béatrice Cusin et Martine Potentier, nos deux brillantes conférencières qui nous ont permis d'explorer comment le corps peut être investi, non comme un objet à posséder, domestique et dompter, performer, mais comme un espace sensible à vivre pleinement. Vos interventions ont démontré et ont été particulièrement enrichissantes et inspirantes. Béatrice, tu as brillamment démontré l'importance de comprendre le corps humain dans sa globalité en insistant sur l'interconnexion entre les aspects physiques et psychologiques de notre bien-être. Tu nous as guidés à travers des réflexions profondes sur le respect de notre propre corps et la manière dont cela peut améliorer notre qualité de vie. Martine, quant à toi, tu nous as offert des perspectives nouvelles sur la relation entre esprit et physique. Avec des exemples pratiques et des exercices simples, tu as illustré comment intégrer ces principes dans notre quotidien pour une vie plus saine et équilibrée. Grâce à vos deux expertises combinées, nous repartons avec des outils précieux pour transformer notre approche du corps en le considérant non pas comme un simple objet à optimiser, mais comme un compagnon de vie à chérir et à écouter. Votre passion et votre dénouement à cette cause ont été palpables tout au long de vos présentations. Un grand merci à vous tous et à vous toutes également. Grâce à vos interventions très pertinentes et à ces échanges, nous avons vu que la sexothérapie offre un espace pour réhabiliter le corps en tant que lieu fondamental du plaisir, en misant sur un investissement positif de ce qui parfois a été négligé ou mal perçu. Le ou la sexologue ne se positionne pas en détenteur, détentrice du savoir, mais en accompagnateur, en accompagnatrice du patient, l'aidant à devenir acteur de son propre changement. Respectant la temporalité de chacun et chacune, le ou la sexologue valorise les capacités intrinsèques des patients plutôt que leur manque, permettant ainsi une renarcissisation où le patient devient sujet de son propre développement. Et pour faire le pont avec notre prochaine thématique qui a été évoquée par Joël, je citerai donc Grodek qui dit, je cite, «
Ce n'est pas le médecin qui vient à bout de la maladie, mais le malade. La guérison naît du désir de guérir, et ce désir doit être encouragé et soutenu dans un cadre sécurisant. Merci à vous tous et vous toutes pour votre participation active et vos contributions enrichissantes. Je vous souhaite de continuer à explorer au quotidien cette thématique de la créativité dans la sexualité pendant de nombreuses années encore, j'espère. Oui. Merci, oui, tout à fait. Merci François. Merci à toi pour aussi toutes ces belles conclusions, vraiment, et tout ce travail. Et puis merci à vous deux.